TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, Union pour la République dans les pas du Parti communiste chinois. Les deux organisations politiques étaient en symposium ce vendredi à Lomé. Le paludisme évoqué aussi ce soir dans l'actualité, le paludisme dont le traitement est rendu gratuit. À quelle échelle? Toutes les précisions tout à l'heure avec l'invité du 20h, Tina Cha-Oubou, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Enfin, l'école, l'élève et le téléphone portable ou encore les tablettes. Quel usage pour éviter les dérapages constatés ici et là dans les établissements scolaires? Le ministère en charge de la formation civique veut freiner, voire en finir avec les scandales. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Une édition que nous ouvrons avec cette visite du travail du chef de l'État à Brazzaville. Le président Faure Gnassingbé a effectué ce 14 mai 2021 à Brazzaville, en République du Congo, une visite de travail à l'invitation du président Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette visite placée sous le signe du renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération, les deux hommes d'État ont procédé à un large échange marqué par la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Nous reviendrons à l'image sur cette visite du président Faure Gnassingbé à Brazzaville dans nos éditions à venir. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, Union pour la République veut s'inspirer du Parti communiste chinois. Les deux organisations politiques ont réuni leurs membres en symposium ce vendredi, rencontre au siège du parti présidentiel à Lomé. À l'occasion, le parcours du Parti communiste chinois a été présenté au bureau exécutif de la formation du président Faure Gnassingbé. Le point des discussions, c'est avec Ekwesala. La Chine d'hier et la Chine d'aujourd'hui n'ont rien en commun en termes de développement. En un siècle, le Parti communiste chinois a réussi à changer le visage du pays, faisant de lui la deuxième économie mondiale. Un modèle de réussite dont veut s'inspirer le parti Union pour la République, pour asseoir un développement durable au Togo. Ce symposium qui a réuni les deux partis devra montrer les directives. Et nous avons beaucoup appris dans le cadre de ce symposium. Il nous a été donné de retracer la grande histoire du Parti communiste chinois et des progrès que ce parti a pu engranger en trouvant des solutions adaptées au contexte chinois pour lutter contre la pauvreté. Il n'est pas utile de réinventer la roue. Des choses ont été entreprises par des pays amis, donc comme la Chine, par des partis amis comme le Parti communiste chinois, avec de la réussite certaine. Et il faut donc s'inspirer de cela. La rencontre s'inscrit dans le contexte de la célébration du centenaire du Parti communiste chinois. Les travaux vont permettre aux deux organisations politiques de resserrer leurs liens de coopération. Cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter un peu le parcours de 100 ans du Parti communiste chinois et échanger quelques pistes de réflexion avec l'UNIR. C'est dans ce cadre, c'est dans cette optique que nous avons participé et nous avons organisé ensemble ce symposium pour échanger des expériences et présenter un peu la situation. Durant la rencontre, nous avons apporté la coopération dans le futur entre nos deux partis. Le parti UNIR a salué l'effectivité de ce symposium au regard des avantages pour le parti en termes de gouvernance politique et socio-économique. Les bénéfices profiteront avant tout à la population togolaise. Nous sommes témoins des énormes progrès réalisés par la Chine ces dernières années sur tous les plans et saisissons l'occasion pour féliciter le Parti communiste chinois pour tous les efforts déployés depuis 1921 afin de donner à la Chine sa grandeur d'aujourd'hui et au peuple chinois sa fierté. Je salue l'initiative de ce symposium qui constitue une occasion pour nous
de resserrer les liens, de partager des expériences politiques, d'enrichir nos connaissances en matière de gouvernance et de réfléchir à des mécanismes innovants de renforcement de la coopération entre nos deux parties pour le bonheur du peuple togolais et celui du peuple chinois. Et au nom du président national du parti UNIR, le président Faure Eswazina Singbe, le secrétaire exécutif du parti a saisi l'occasion pour remercier la République populaire de Chine pour ses appuis multiformes au Togo dans la lutte contre le Covid-19. Un partenariat que les deux pays veulent plus renforcer dans les années à venir. Je vous l'annonçais également au sommaire de cette édition, c'est la première cause de décès au Togo. Le paludisme continue, vous le savez, de faire des ravages, mais une éclaircie tout de même dans le sombre tableau. Le test de diagnostic rapide et les soins sont rendus gratuits, annonce faite mardi dernier par le Programme national de lutte contre le paludisme. On en parle tout à l'heure, dans un instant, avec l'invité du 20h. Mais d'abord, retour sur les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le paludisme. C'est avec Elie Aguanyada. Entre 2000 et 2015, l'incidence du paludisme au Togo a régressé de 20 à 40% et la mortalité due à la maladie de 40% sur la même période selon le rapport 2016 sur la situation du paludisme au Togo. Tout ceci grâce aux efforts déployés sur le terrain par le gouvernement. Des efforts qui émanent de la mobilisation des ressources financières, la subvention des soins curatifs, l'application des directives de l'OMS en matière de diagnostic et prise en charge des cas. Le paludisme, plus que les autres maladies, c'est le paludisme qui est la première cause de décès, c'est la première cause d'hospitalisation et la première cause de consultation. Aujourd'hui, le gouvernement construit chaque année des centres de santé dans les milieux les plus reculés. Et ces centres de santé sont fréquentés. Et tous ces aspects-là font que la maladie, apparemment, les gens voient que ça augmente. Alors que ce n'est pas une augmentation. On peut dire que par le passé, on avait une sous-notification de la maladie. Maintenant qu'on a tous les moyens, on notifie bien la maladie. Et c'est ça. Nos sensibilisations intègrent toutes les deux maladies, que ce soit Covid-19 ou paludisme, parce qu'ils ont pratiquement des signes semblables. Au-delà du paludisme, il y a d'autres maladies que les moustiquaires préviennent. Au moment où l'on traverse une crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, la lutte contre le paludisme a été aussi maintenue comme jamais. D'autres stratégies ont été mises en place en vue de maintenir le cap. Dans le contexte de Covid-19, aujourd'hui, c'est une maladie, on est en épidémie de Covid-19. Et tout ce que nous faisons, nous intégrons Covid-19 dans nos messages, dans nos prises en charge, dans la mise en œuvre de nos interventions, prévention. En matière de lutte, le gouvernement fait des efforts. Le gouvernement mobilise les ressources auprès des partenaires techniques et financiers et qui nous permet de mettre en œuvre les interventions. C'est illustré par rapport à nos données. J'ai dit, les décès, quand vous voyez les décès liés au paludisme, les décès n'augmentent pas. Les décès sont pratiquement stabilisés, mais ça évolue en dents de scie. L'objectif final, c'est de diminuer les décès et de diminuer la charge de la maladie au sein de la population. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour rendre gratuits les soins. Ça a fait que quand quelqu'un est malade, il n'hésite pas d'aller consulter avec les assurances. La lutte contre le paludisme est une affaire de tous. L'élimination de la maladie passe par 4 phases. Le contrôle, la préélimination, l'élimination, la prévention de la réintroduction de la maladie. Le dépistage s'avère donc important pour y parvenir. Avec nous ce soir dans le 20h, pour plus de précision, nous recevons M. Acha Oubo-Tina. Vous êtes le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme. M. Acha Oubo-Tina, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre avec précision à nos questions. L'annonce a été donc faite mardi dernier. Le test de diagnostic rapide et les soins pour le paludisme sont désormais gratuits dans les structures sanitaires du Togo. On va en parler donc ce soir. Alors, cette annonce concerne notamment le traitement préventif intermittent pour la femme enceinte.
Alors, pour nos sœurs, nos mamans qui sont enceintes, docteur, que faut-il comprendre exactement par là? Il faut comprendre, pour nos mamans qui sont enceintes, il faut qu'elles comprennent que le paludisme, c'est une maladie qui tue et qui a des conséquences sur la grossesse et sur la femme elle-même. Donc, elles doivent aussi comprendre que au jour d'aujourd'hui, depuis 2013, l'État a rendu gratuit les médicaments pour se prévenir du paludisme, notamment pour le traitement préventif intermittent et la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Revenons, vous dites depuis 2013, mais en quoi consistait donc l'annonce de mardi dernier? L'annonce de mardi dernier, c'est que notre plan de communication est expiré depuis 2006. On a élaboré un nouveau plan de communication. Et par rapport à ce plan de communication, il va falloir le diffuser, le disséminer. Et notre objectif, c'est que les gens s'approprient ce plan. Nous voulons susciter leur adhésion et pour un changement de comportement, pour que les gens aient des comportements favorables à la lutte contre le paludisme. Alors, revenons maintenant au terme même de ce qui est dit, le traitement préventif intermittent pour la femme enceinte. Qu'est-ce que la sœur, la maman qui est enceinte, qui est quelque part loin dans le village, qu'est-ce qu'elle doit comprendre exactement? Elle doit comprendre que si elle est enceinte, elle doit aller dans une structure sanitaire plus proche pour les consultations prénatales. Et au cours de ces consultations prénatales, il y a des services qu'elle doit bénéficier gratuitement. Premièrement, si elle arrive au premier trimestre de la grossesse, on peut lui donner la moustiquaire gratuitement pour se prévenir contre le paludisme. En dehors de la moustiquaire, on peut lui donner 3 comprimés à partir du deuxième trimestre de la grossesse. 3 comprimés de sulfate d'oxyne-pyrimétamine pour le traitement intermittent, préventif intermittent, qui est aussi gratuit. Dans le cadre du bilan de la grossesse, on peut lui faire un test de dépistage qui est gratuit. Et s'il s'avérait qu'elle est positive au VIH, on peut aussi lui mettre sous traitement gratuitement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle peut bénéficier gratuitement, mais souvent qu'elle ignore. Elle reçoit des soins sans rien payer. C'est ce que vous dites en substance. Elle reçoit des soins sans rien payer. Si elle reçoit les médicaments, elle ne paye rien. Elle reçoit moustiquaire, elle ne paye rien. Elle reçoit, par exemple, si on lui fait un test pour le palu, elle ne paye rien. Si on lui fait un test pour le sida, elle ne paye rien. Si on le vaccine contre le tétanos, elle ne paye rien. Voilà, là nous parlons donc de la femme enceinte, c'est clair. Qu'en est-il des autres malades, c'est-à-dire les hommes, les autres couches de la population qui font le palud également et qui se rendent à l'hôpital? Le paludisme, il y a 2 sortes de paludisme. Le paludisme simple et le paludisme grave. Par rapport au paludisme simple, le signe qui annonce ce paludisme, c'est la fièvre. Si vous avez la fièvre ou le corps chaud, vous arrivez dans une structure sanitaire ou bien au niveau de l'agent de santé communautaire dans nos villages, il te fait un test pour prouver que vous avez le parasite du parasite. Et ce test est gratuit. Et lorsque le test est revenu positif, ça veut dire qu'on doit vous traiter. Le médicament pour vous traiter, les comprimés, c'est des plaquettes. Il y a plusieurs sortes de plaquettes. Les plaquettes de 6, 24, les plaquettes de 12 et les plaquettes de 24. Donc, ces plaquettes aussi sont gratuitement offertes aux malades pour traiter le paludisme simple. Et lorsque vous faites la forme grave de lorsque vous faites la forme grave, ça je voudrais préciser, c'est la molécule qu'on doit utiliser, notamment l'artésunate injectable ou l'artéméter injectable. Et c'est la molécule là qui doit traiter le palud grave. C'est ça qui est gratuit. Mais quand on dit paludisme grave, ça veut dire que la vie de la personne est en danger. Donc, parfois, ça nécessite une réanimation. Parfois, le palud grave, ça peut être une forme anémique ou qui nécessite une transfusion sanguine. Là, par exemple, le sang, il faut le payer. Mais l'État aussi a subventionné la poche du sang. Une poche de sang qui devait coûter environ 40 000 francs. Aujourd'hui, l'État a subventionné la poche. La poche est vendue à 6 000 francs. Et qu'en est-il du traitement au quartem? Le quartem, c'est
La combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, c'est les médicaments qu'on prend pour traiter le paludisme simple. Lui aussi, il est gratuit. Il est gratuit, voilà. C'est là où je Il est gratuit. Bien. Et même si, maintenant, si au-delà de ces deux produits que vous venez de citer, on venait à prescrire d'autres produits, le patient, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Il se rend dans une pharmacie et prend ses produits gratuitement ou bien il paye? Lorsque, au-delà des médicaments pour traiter le paludisme maladie, les autres médicaments pour la réanimation, c'est que le patient paye ces médicaments-là. Mais aujourd'hui, l'État fait des efforts pour mettre en place des structures d'assurance, telles que INAM pour les fonctionnaires de l'État, et telles que pour les élèves, il y a Tout Assure, il y a beaucoup de choses. Actuellement même, le ministère est en train d'aller à la couverture sanitaire universelle. Ça veut dire que toute la population togolaise va bénéficier des structures d'assurance. Et à ce moment, l'État subventionne les soins. Et comme il y a ces assurances, aujourd'hui, quand quelqu'un a un petit bobo, il n'hésite pas à aller consulter dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Toujours pour plus de clarté, pour plus de précision, je vais citer un passage de ce que disait votre chargé de communication, mardi dernier justement. Quand je fais un palu grave et il y a infection, l'antibiotique, tu dois l'acheter, le sérum, tu dois l'acheter. Si on peut, ou on veut faire baisser la fièvre, tu dois acheter le paracétamol ou bien l'aspégique. Finalement, les gens se demandent, l'opinion se demande, qu'est-ce qui est gratuit? Ce qui est gratuit, c'est le médicament, la molécule qui est utilisée pour te sauver, pour traiter le paludisme grave. Mais j'ai expliqué que quand on dit grave, la vie de la personne est en danger. Ça peut s'accompagner des convulsions, ça peut s'accompagner de l'anémie, ça peut s'accompagner de beaucoup de choses, l'hypoglycémie. Là, il faut corriger l'hypoglycémie, il faut corriger la convulsion. Ça, on vous prescrit et ça, le patient achète. Docteur Acha Oumou, avez-vous le sentiment que la population ressent cette gratuité? Nous n'avons pas vraiment le sentiment que la population ressent cette gratuité-là. La preuve, c'est que durant nos tournées, il y a des appels aussi que les gens font. Ils nous appellent pour dire « Ah, vous avez dit que c'est gratuit, mais quand nous sommes allés dans telle structure sanitaire, on nous a tout prescrit. » Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser la population. Il faut que la population sache que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour rendre accessibles les soins. Il n'y a pas de quoi à ce que les structures sanitaires ne respectent pas les directives que le gouvernement est en train de donner en matière de lutte contre la maladie en général et contre le paludisme en particulier. Donc, nous sommes en train de sensibiliser la population pour dire que palu simple, tout est gratuit. Palu grave, le test est gratuit. Et puis le médicament, la molécule pour vous traiter du palu grave aussi est gratuit. En dehors de ça, les moustiquaires, quand on fait nos campagnes, les moustiquaires sont donnés gratuitement. Lorsque nous faisons aussi la chimioprévention du paludisme saisonnier, c'est-à-dire pendant la période hivernale, on traite tous les enfants de 3 à 59 mois dans les régions septentrionales du pays, Savane, Kara, Centrale. Et ça aussi, le médicament qu'on utilise pour les traiter est gratuit. Alors, dernière question peut-être, docteur. La gratuité dont nous parlons, est-ce que c'est juste dans les hôpitaux publics, les centres de santé publics ou ça concerne également les privés? Ça concerne beaucoup d'hôpitaux. Tous les hôpitaux publics sont concernés. Les hôpitaux confessionnels aussi sont concernés. Et les hôpitaux privés qui sont accrédités, qui travaillent avec nous, sont concernés. C'est-à-dire que des hôpitaux qui sont reconnus par l'État, qui ont un agrément et à qui le programme national de lutte contre le paludisme a donné une accréditation, ils reçoivent nos médicaments, nos intrants de lutte. Dans ces hôpitaux aussi privés, c'est gratuit.
Merci beaucoup, Monsieur Atchaoubou Tina. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Entretien enregistré peu avant le début de ce journal de 20 heures. La suite et l'élevage aujourd'hui, les techniques ont évolué, idem dans l'agriculture en général, la production végétale pour être plus précis, comment s'adapter aux techniques modernes aujourd'hui. Seule la formation répond à la question avec, vous allez le voir, cette session ouverte à Kara pour les enseignants d'un centre de formation. Les précisions sur place de Nestor Bouchou. Nous allons du 19 au 29 avril, c'est le temps que les enseignants des centres de formation technique et professionnelle ont passé au SIDAP, Centre international de développement agropastoral de Baga à Niamtougou, pour découvrir les techniques modernes de production agro-silvopastorale. Une initiative du programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes PAFP et du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP, qui est l'agence d'exécution déléguée. Ce projet, il est mis en place en vue d'améliorer l'accès à la formation de nos apprenants. Et pour ce faire, il faut équiper, il faut réhabiliter et il faut des mesures d'accompagnement. C'est dans l'ordre de mettre en place l'exécution des mesures d'accompagnement que nous avons mis en place cette thématique qui s'appelle la production animale et la production végétale, qui découle même des besoins exprimés par les centres bénéficiaires de cette formation. 20% de théorie et 80% de pratique. C'est de cette façon que la formation s'est déroulée. Les participants estiment avoir tiré un grand profit. Ce qui m'a marqué, c'est la production écologique que SIDAP utilise ici. Dans mon centre, c'est vrai que nous faisons de la production écologique, mais au niveau de SIDAP, cette production écologique est développée dans tous les domaines, à savoir la production végétale et la production animale. Donc, je vais transmettre ces compétences ou ces connaissances à mes étudiants de l'INFA de Tové. Ce qui nous a marqué au cours de cette formation, qui a été de nouvelles expériences pour nous, c'est surtout le côté du machinisme agricole. L'utilisation, par exemple, du motoculteur, qui est un outil qui fait les mêmes travaux que le tracteur, mais qui est simple à acquérir, qu'on peut transmettre à nos étudiants. L'utilisation aussi de certains matériels pour la détermination des coupes de niveau, pour la confection des casérages, c'est-à-dire des caisses sur lesquelles on fait des cultures en système d'irrigation. Cette formation a été possible grâce à la coopération financière allemande. La même formation a été déjà faite à un autre groupe d'enseignants et ce fut du 15 au 26 février dernier. Des attestations ont été établies aux participants. Il est 20h23 partout, ici et ailleurs à l'étranger. Eh bien, c'est le mal qui ne laisse personne tranquille, le Covid-19. Au Kenya, par exemple, c'est un véritable casse-tête pour le pays. Et sur place, les hôpitaux manquent cruellement d'oxygène et de lits. Les cas de contaminés au Covid augmentent tous les jours. La situation risque d'exploser à tout moment. Les hôpitaux font avec les moyens de bord. Regardez. Le Kenya se prépare pour éviter le pire. Depuis que le pays a tremblé devant la troisième vague de Covid-19, l'approvisionnement en oxygène est devenu une des priorités des médecins kenyans. Craignant d'être à court, le Metropolitan Hospital de Nairobi a décidé d'anticiper des besoins soudains en installant une unité de production d'oxygène directement sur son toit. La raison pour laquelle nous avons décidé d'investir dans une centrale à oxygène était d'améliorer notre capacité à fournir un service en toute sécurité. Car l'oxygène est très important dans les soins intensifs. Nous voulions nous assurer de notre autonomie. Après avoir frôlé la catastrophe en mars et avril dernier, les médecins kenyans craignent désormais de connaître la même urgence sanitaire que l'Inde. Depuis plusieurs semaines, le pays manque cruellement d'oxygène médical. Les Kenyans vont en Inde pour se faire soigner. Voir l'Inde débordée, le système de santé indien débordé et submergé, ça nous inquiète. Si c'est un endroit où nous allons et qu'ils ne peuvent pas faire face à la Covid, alors que se passera-t-il si nous avons le même problème? Le gouvernement kényan a de son côté lancé un appel d'offres pour renforcer l'approvisionnement de 16 comtés du pays. Un moyen de se préparer à la 4e vague et de tenter d'éviter le pire.
Le Covid encore, mais retour cette fois chez nous. Voici la situation, le tableau de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 chez nous au Togo. À ce jour, vendredi 14 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 13 244 avec 6 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 11 847 avec 13 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 1272. 4. Le nombre de décès est de 125. Les communiqués rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mediawa. C'est encore dans tous les esprits les images obscènes des vidéos CESTEP dans les établissements scolaires. Ça doit s'arrêter. Le ministère en charge de la formation civique a lancé ce vendredi à Lomé une campagne de sensibilisation tous pour une transformation digitale sans travers. Comment cela va se faire? Les précisions de Sonia Aménipou. Tous pour une transformation digitale sans travers. Tel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation à la citoyenneté numérique en milieu scolaire. Ici, au lycée de Tokwe, une cinquantaine d'élèves sont formés sur le sujet. Déjà, les bénéficiaires mesurent l'enjeu de la problématique et s'engagent pour la réussite de la campagne. J'apprécie beaucoup cette formation car cette formation va nous apprendre beaucoup de choses, notamment comment utiliser le réseau Internet pour notre propre bien et non pas pour notre échec. Souvent, j'utilise Internet non seulement pour des recherches, pour aussi ma culture personnelle et aussi pour me mettre dans le bain de ce qui se passe autour de moi comme dans le monde entier. Le numérique, c'est un outil très indispensable à tout citoyen. Et en tant qu'élève, moi, je le mets à profit en faisant des recherches, par exemple, sur des exposés à faire en classe, sur des exercices à faire en classe, sur, par exemple, des chapitres à venir. J'invite aussi mes camarades à conscientiser parce que l'Internet aujourd'hui, ça vous permet d'évoluer. Vous contribuez aussi à votre échec. La direction de la formation civique veut, à travers cette sensibilisation, amener la jeunesse, les élèves en l'occurrence, à une utilisation raisonnable des réseaux sociaux. Nous avons assisté dans nos établissements à des scènes qui ne sont pas du tout de nature à faire avancer les élèves dans leurs études. Et c'est en cela que le ministère des Droits de l'Homme, de l'Éducation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, à travers la direction, a décidé d'aller vers les élèves et de les sensibiliser à l'usage responsable des réseaux sociaux et dans l'ensemble du numérique. Le numérique aujourd'hui est un outil important de par sa contribution dans beaucoup de domaines, mais également que ça permet également de tomber dans des travers qui sont difficiles. Nous allons veiller au grain pour que les informations reçues soient effectivement retransmises aux autres élèves. La première phase de cette campagne prendra en compte 1000 élèves à raison de 50 élèves par chef-lieu de région et de 50 élèves par commune dans le Grand Lomé. Elle est portée par le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Et l'école, aujourd'hui, l'élève et le téléphone portable, déjà la loi est claire, pas de smartphone à l'école, décision applaudie par les établissements, mais concrètement, comment se fait le contrôle? Petite enquête dans une école privée de la place, enquête signée Christine Péché-Kialoudé. Le téléphone portable interdit à l'école, une décision toujours d'actualité. Le mauvais usage fait ici et là par les élèves dans les établissements renforce davantage cette décision. Au complexe scolaire La Révélation, établissement privé de la place, on reste ferme sur la décision. Pas question de baisser la garde, aucun téléphone portable ne rentre en classe. Nous devons veiller au grain à tout moment parce que l'usage qu'ils en font ne leur rend pas service. J'ai même dans mon tiroir ici un que j'ai saisi il y a 6 ans parce que le prof faisait son cours, l'élève regardait plutôt un élément porno. Alors, comment fait-on le contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de portable pendant les heures de cours? Des contrôles inopinés sont régulièrement effectués, nous dit-on, des portables saisis. Notre dernière descente dans l'une des classes, voici la dernière récolte. Même dans le règlement intérieur de l'établissement, nous avons mentionné, cela se trouve dans le cadre de correspondance, qu'on donne gratuitement à chaque élève. Le portable, c'est un couteau à double tranchant.
pour les élèves. Moi, je suis le suivant de l'établissement. Il y a certains parents qui viennent déposer leur portable chez moi. Ils sont au bureau, ils appellent sur le portable, je passe à l'enfant. Parce qu'il y a des besoins. Parmi les indélicats, 2 ont accepté de se confier en toute discrétion. Ils nous avaient prévenu, ils ont dû fouiller tout l'établissement. Et j'avais aussi mon appareil avec moi, alors je me le suis fait retirer. C'était le jeudi passé, le censeur était venu dans notre classe. Il nous a dit de nous lever les mains en l'air. Et puis, ils ont commencé par fouiller les sacs. Et c'est en ce moment qu'on a saisi les téléphones portables. De temps en temps, on organise un débat. Les brebis galeuses s'introduisent toujours, mais on y veille. Aujourd'hui, il est vrai, le téléphone nous a envahis. Tout le monde en a besoin. Mais à l'école, il y a bien des règles à respecter. Retour sur cette information, je vous l'annonçais tout au début de ce journal, la visite de travail du chef de l'État à Brazzaville ce 14 mars, ce vendredi. Le président Faure Swaziland Gnassingbé a effectué donc une visite de travail à Brazzaville, en République du Congo, une visite de travail à l'invitation du président Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette visite, placée sous le signe du renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération, eh bien, les 2 hommes d'État ont procédé à un large échange marqué par la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Nous reviendrons plus amplement dans nos éditions à venir sur cette visite du chef de l'État à Brazzaville. Quelques communiqués avant de refermer définitivement cette édition. Communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Il est porté à la connaissance de tous les candidats déclarés admis au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Qu'ils sont invités à se présenter au cabinet du dit ministère situé dans les nouveaux bâtiments administratifs entre l'immeuble Togocom et le nouveau palais de la présidence de la République. Les rencontres qui se dérouleront dans le grand amphithéâtre du ministère à partir du mardi 18 mai 2021 seront étalées sur une semaine par petits groupes dans le cadre du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la pandémie liée à la Covid-19. Chaque candidat doit obligatoirement porter un cache-nez et respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Le calendrier de passage des candidats admis est à consulter dans le quotidien Togo Presse. La présence de tous est obligatoire. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué donc du ministre de la Communication dans le cadre de la Journée internationale des musées, célébrée cette année sous le thème « L'avenir des musées, s'établir et se réinventer ». Le ministère de la Culture et du Tourisme organise des journées portes ouvertes du mardi 18 au lundi 24 mai 2021. Visite libre et gratuite dans les musées suivants. Musée national au Palais des Congrès de Lomé, musée régional maritime à Néron, enceinte de la préfecture des Lacs, musée régional du centre Sokoré sur la route de Bassar, bibliothèque Clac, musée régional du centre Sokoré sur la route de Bassar, Clac, vous disais-je, musée régional de la Cara au Palais des Congrès, musée régional des Savanes derrière la mairie de Dapon. Le public y est cordialement invité. Et voilà, et ceci referme donc ce journal de 20h. Merci à vous qui nous suivez ce soir partout, ou précisément à Lamaro dans la Cosa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end à tous.